finalement l'Écosse, parce que les 4 auteurs dont je vais parler, c'est Freud, un petit peu, on va revenir dans le débat, bien sûr, Jung, Patanjali, celui qui a écrit la Sutra du Yoga, un Indien, donc je passerai par l'Inde un petit peu, et je reviendrai en Écosse avec Stevenson, qui nous a donné la petite photo, l'image, avec Dr Jekyll et Mr Hyde, puisque bon, le sujet, si pratique, qui habite en moi, y a-t-il de l'original? Est-ce que nous n'avons pas chacun d'entre nous une part de Hyde? Alors Freud, pour aller vite, hein, ça va être trop long, du temps pour le débat. Pour Freud, finalement, le mal, en quelque sorte, viendrait de tout ce qui est refoulé, de tous les souvenirs encombrants de la petite enfance, du traumatisme, ça. Donc un refoulement de la conscience dans l'inconscient, et cet inconscient, finalement, qui nous manipule, et l'animal, la part d'animalité qui est en nous, c'est pas le mal en tant que tel, mais c'est la part d'animalité qui est en nous, serait refoulée dans l'inconscient. Elle se manifesterait surtout, mais pas seulement, mais surtout par de la sexualité refoulée, des désirs sexuels incongrus, par exemple, des désirs de meurtre aussi, qui s'exprimeraient par les rêves. Bon, c'est la grande théorie de Freud, qui a tendance un petit peu, effectivement, à, entre guillemets, diaboliser l'inconscient. D'ailleurs, Freud lui-même avait reconnu le génie des moines, des théologiens du Moyen-Âge, qui avaient inventé l'idée du diable. Bon, pas inventé, mais disons qu'ils l'ont reprise sous un angle surtout sexuel. Ils ont dit c'est pas si mal vu, bien sûr, c'est pas vrai, parce qu'il se dit scientiste athée, on ne croit pas au diable, mais il dit que c'est quand même pas bête de dire que on n'avait pas le moyen de connaître l'inconscient à l'époque, il n'y avait pas la science justement, pour le permettre. Il dit que c'est quand même une bonne intuition de dire que finalement, toute cette sexualité refoulée, elle nous rend méchants. Pousser au viol, par les hommes, évidemment, aux crimes passionnels, etc. Donc c'est une intuition intéressante, l'idée de, en quelque sorte, de dire, si on ne connaît pas l'inconscient, dire que c'est le diable en nous. La part du mal qui est en nous, la part d'ombre, la part du diable qui est en nous. Jung, précisément, alors, pas revenir sur le divorce intellectuel entre Jung et Freud, c'est très connu, mais Jung reprochera à Freud d'une part son pansexualisme et aussi sa diabolisation quelque sorte de l'inconscient. Pour Jung, l'inconscient c'est autant le bien que le mal. Il y a une part d'ombre, mais il y a aussi des trésors de spiritualité dans l'inconscient. Ils ont été refoulés dans ce qu'il appellera d'ailleurs aussi l'inconscient collectif. Toutes ces traditions, je dirais, antérieures au monothéisme, au paganisme, les anciennes religions, le matriarcat, etc. Tout ça, c'est très bon, mais ça a été refoulé dans l'inconscient collectif. L'homme rationnel fait comme si tout cela n'existait pas, et c'est une erreur. Donc il va donner une vision un peu plus positive de l'inconscient. Et il y a deux concepts très intéressants, il me semble, par rapport à notre sujet, puisqu'on est un peu dans le Dr Jekyll et Mr Hyde. Et notre Dr Jekyll, dans cette métaphore, notre Dr Jekyll, c'est la persona, pour Jung. Le concept de persona, très intéressant. Persona qui donnera personne, qui veut dire le masque en latin. C'est une référence aux tragédies grecques d'ailleurs, où les acteurs portaient des masques. Dans beaucoup de cultures théâtrales, on a des masques. Le théâtre de No au Japon, le théâtre italien, enfin, etc. Vous avez des masques. C'est le masque social. La persona, c'est le masque social, c'est l'être correct, inhibé un petit peu. Il faut être un peu inhibé dans la société. Vous venez dans un café à une discussion, bon, vous n'allez pas, vous allez garder certaines réserves, on va dire, peut-être, plus ou moins, selon le caractère, bien sûr, mais bon, on ne fait pas n'importe quoi en société. C'est nécessaire, mais parfois ça va trop loin. D'après Jung, il pense qu'on est un petit peu, notamment en Occident, et peut-être surtout dans son pays, la Suisse, très conformiste. C'est vrai, il fait toute une psychanalyse très intéressante de la Suisse, dans un livre qui s'appelle L'âme et la vie. Il explique qu'effectivement, dans les sociétés occidentales, bien souvent, on est trop conformiste. On doit faire bonne figure, contre mauvaise fortune, bonne figure, etc. Être poli, et alors qu'en réalité, ça, passez-moi l'expression, ça nous gonfle, et on va quand même faire un effort. Et tout ça nous pèse, et l'inconscient se venge pour lui. Et il y a des retours, je dirais, des retours de boomerang. C'est le fameux effet boomerang, l'effet Lucifer, dont parle un psychologue américain, dont j'ai oublié le nom, mais qu'importe, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'effet Lucifer, qui explique que les gens qui sont toujours à se forcer à être gentils, à être polis, ils finissent par devenir les pires. Les pires psychopathes, c'est souvent des gens qui sont trop comme il faut. Un peu comme le docteur Jekyll, sur lequel je reviendrai en conclusion.
parce que c'est quand même, moi je me base quand même sur l'image, hein, qui est proposée Yves, qui est vraiment intéressante, J.K. Mystery. On a hésité un petit moment. Oui, hein, on a hésité pour l'image, oui, effectivement, on a trouvé que c'était quand même la plus intéressante, la plus frappante. Voilà. Et donc pour Jung, cette part d'ombre en nous, elle n'est pas mauvaise, il l'appellera l'ombre d'ailleurs. Une part de l'ombre. L'ombre, c'est la partie inconsciente, c'est la partie refoulée. Alors il y a des choses qui sont peut-être pas très belles, mais il n'y a pas que des horreurs. Ça peut être très intéressant. Cette ombre, il faut la mettre en avant. Il faut oser l'affirmer de temps en temps. Sinon, c'est une soupape de décompression. De temps en temps, alors ça se passera dans le sport par exemple, où on va être cette agressivité, c'est que l'homme, surtout le mâle, hein, il a la testostérone qui le rend peut-être plus agressif que la femme, bon, moyenne, hein, il y a aussi des femmes agressives, bien sûr, mais plus violent en général, l'homme est plus violent que la femme en général, pas non plus. Bon. La testostérone agit, d'ailleurs, on le voit bien dans les sports de compétition, le dopage très, très répandu, le dopage féminin, c'est souvent de prendre de la testostérone. Hein. Ça donnera ces athlètes des pays de l'Est à l'époque, des Bulgares, qui étaient comme des hommes pratiquement, qui avaient beaucoup de constitution pileux, d'un seul coup beaucoup plus développée, la musculature beaucoup plus développée pour faire des performances que les occidentales n'arrivaient pas à imiter, loin s'en faut. Bon. Donc, enfin, ça existe certainement toujours, mais un peu moins. L'homme doit, l'être humain en général, doit consulter son inconscient, laisser effectivement l'animal qui est en lui s'exprimer. C'est très bien, un animal qui est toujours attaché, un chien toujours attaché devient méchant. Il faut laisser une certaine liberté à l'animal, ne pas hésiter à laisser libre cours à son Dionysos intérieur. On peut prendre cette métaphore aussi d'Apollon qui est le dieu de la lumière, le dieu raisonnable, c'est deux dieux de l'art finalement, Apollon et Dionysos. N'oublions pas que Jung est un grand lecteur de Nietzsche, et Nietzsche a fait de l'apologie du dionysiaque, de l'ivresse, du délire, de la fête, des fêtes où on va faire tout ce qui n'est pas permis d'habitude, on va boire beaucoup d'alcool, on va éventuellement faire l'amour avec des inconnus, comme dans certains carnavals, etc. Bon, ça permet évidemment une fois que le rêve, le cauchemar de certains est passé, là on devient plus gentil. On est assagi. On ne va pas devenir de vrais criminels, c'est un jeu. Vous voyez, il y a des jeux où on joue à être criminel un petit peu, bon, c'est autorisé plus ou moins par la loi, et après on se calme. On a besoin de ça dans les sociétés, il me semble, et Jung l'a bien compris. Donc il déplore, en quelque sorte, cette diabolisation par la société de cette part d'ombre, de cette part d'animalité qui est en nous. Et pour lui, avec beaucoup de sagesse, je trouve, il va parler, donc pour lui, l'idéal, c'est de se réconcilier avec son inconscient. L'être accompli, c'est celui qui s'est réconcilié avec lui-même. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Là, il reprend un peu l'idée des grandes religions. L'ennemi est en nous. C'est pas l'extérieur qui est l'ennemi, le vrai ennemi est en nous. Mais il faut faire la paix avec son ennemi. Or, on va donner des méthodes pour très détail pour faire la paix avec son ennemi. C'est ce qu'il appelle la méthode de la voie royale pour Jung pour faire la paix avec soi-même. C'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. Nous devons cesser de nous identifier avec une image de l'homme qui est donnée par la société, par la religion, par l'éducation. Nous devons oser devenir nous-mêmes, nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. Réconcilier son conscient avec son inconscient. L'inconscient jungien étant encore plus complexe que l'inconscient freudien, puisqu'il n'y a pas seulement le ça freudien, le refoulement, il y a aussi pour Jung, alors il ne rejette pas le ça, hein, effectivement, avec surtout la sexualité refoulée, il n'y pas cette découverte extraordinaire de Freud, mais il y rajoute l'inconscient collectif auquel ne croyait pas Freud, cette dimension collective, hein, des éléments qui viennent du passé, qui se sont agglutinés comme ça dans la conscience humaine, dans l'inconscient humain, qui deviendra ce qu'on appelle l'inconscient collectif, avec des grandes idées, des grands archétypes, le dragon, la femme idéale, l'homme idéal, l'animal, l'animus, qui font partie de l'inconscient collectif. Chaque homme aurait, d'après Jung, une image de la femme idéale qu'il peut voir en rêve, comme dans le fameux rêve familier de Verlaine. Pas par cœur, mais je fais souvent ce rêve. J'ai quand même, voilà, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue. Et qui m'aime, une femme inconnue, et qui m'aime, et que j'aime, et qui elle seule me comprend. Qui n'est tout à fait la même. Voilà. Donc, très beau poème sur l'anima, l'équivalent sur l'animus, c'est-à-dire l'inconscient masculin, chez la femme, l'image en fait inconsciente de l'idéal masculin, le prince charmant, le mythe du prince charmant chez la femme. On a les deux cas. Ça fait partie de l'inconscient, et puis, bon, voilà, on pourrait dire qu'il y a ces trois inconscients, qui sont
parce que ça encore, mais je rentre pas dans les détails. Donc l'inconscient freudien, que Jung maintient, mais en plus il y a l'inconscient collectif et cette dimension un peu particulière à Jung de l'anima et animus, qu'il va d'ailleurs associer à l'ombre aussi, hein, au double. Le double n'est pas toujours le double maléfique, précisément. J'en viens, on va revenir sur Jung dans le débat, ça va pas être trop long. Donc cette réconciliation entre le conscient et l'inconscient permet la réalisation du soi. Et non pas de soi, hein, parce que dans le développement personnel, qui est à la mode aujourd'hui dans les librairies, on parle de développement de réalisation de soi. Et Jung dit bien c'est la réalisation du soi. Le soi, c'est une notion orientale, hein, indienne, hindoue à l'origine. Le soi, bah justement, je fais la transition avec l'Inde, avec Patanjali qui parle de la réalisation du soi à travers le yoga. Je rappelle que le yoga, c'est un mot sanskrit qui signifie l'union entre l'esprit et le corps. Il y a différentes sortes de yoga, il n'y a pas que le hatha yoga qui est très physique, hein, qui passe par les positions du lotus, le poirier, etc. C'est aussi un peu de méditation, et c'est celui qui est le plus populaire en Occident, mais il y a le yoga karma qui passe par la réincarnation, il y a le yoga kama, le kama yoga qui passe par le désir, on voit ça dans le tantrisme sexuel, on va y revenir évidemment dans la partie débat. Donc toutes sortes de yoga, mais toujours le même but, c'est finalement cette synthèse entre la part d'ombre et la part de lumière en chacun d'entre nous, entre le conscient, qui c'est la lumière, mais la lumière peut être aveuglante, et l'obscurité ou l'ombre, qui peut être réconfortante. Hein. C'est très bien qu'on a besoin aussi de dormir et qu'il vaut mieux qu'il fasse noir. Plus il fait noir, mieux on dort. Hein. Ça me paraît normal parce qu'on a toujours trop de lumière dans les appartements, dans les villes, etc. Des petits voyants qui sont allumés, des ordinateurs qui ne sont pas éteints, etc. Enfin, bref, on a besoin aussi d'obscurité. Non, c'est vrai. Et tous les grands psychologues et les spécialistes du sommeil vous le diront, l'obscurité est importante pour l'équilibre de l'être humain. Alors, au sens métaphorique, ça veut dire qu'on a besoin d'un côté un peu démonique. Je n'irai pas jusqu'à dire démoniaque, mais démonique. D'ailleurs, le démon, chez les Grecs, le daimon, c'est pas négatif. Hein. Socrate avait son démon. Son bon génie. Et, oui, c'est son bon génie, mais il disait le daimon. Le daimon, c'était après le christianisme a diabolisé le paganisme. Du démon, le diable, etc. Donc le prince des ténèbres. Justement, on dit le diable, c'est le prince des ténèbres. Mais on a besoin de cette ténèbre, elle n'est pas négative, comme dans le yin et le yang d'ailleurs. Hein, pour revenir à la Chine, il va surtout évoquer Confucius, le confucianisme, comme le taoïsme se base sur le yin et le yang, le Tao, qui est composé d'une part de lumière et d'obscurité, de plein et de vide. Et les Chinois refusent de diaboliser, il n'y a pas de bien et de mal absolu. La maladie, c'est toujours le résultat d'un déséquilibre. On retrouve aussi dans la pensée indienne. Il faut équilibrer ses forces. Et d'ailleurs, si vous prenez la mythologie indienne, vous avez le dieu Shiva qui a sa Shakti, qui est Kali, qui est une déesse qui fait peur, qui est représentée souvent de manière effrayante. C'est une déesse extraordinaire, déesse de la vie et de la mort, un peu comme le Dionysos des Grecs, d'une certaine manière, en féminin, ou l'Aphrodite d'ailleurs, parce que l'Aphrodite, elle n'est pas toujours gentille, hein, elle peut être féroce. Bah, pareil pour Kali, Kali qui est représentée avec un corps bleuté, donc déjà ça c'est spécial. Elle est représentée avec une ceinture de crâne humain, cachée ses parties intimes, elle a les seins nus, elle a des colliers assez étranges, elle a un couteau entre les dents, parfois une langue très longue, une longue langue, quoi. C'est très sensuel aussi en même temps. Elle piétine, on la représente piétinant Shiva, mais c'est le symbole finalement de la destruction nécessaire pour renouveler les forces, comme le serpent qui fait peau neuve. Donc dans la pensée indienne, on n'a pas peur, effectivement, si vous lisez des livres indiens, vous pouvez être choqué en tant qu'occidental par le côté vraiment, ils se lâchent. D'ailleurs, les premiers missionnaires chrétiens qui sont arrivés en Inde, ils étaient choqués de voir des statues de déesses et de dieux qui sont en train de faire l'amour. C'est la tradition plutôt tantrique ou shivaïte, d'ailleurs, voilà, le Kama Sutra, qui est un grand livre de sexualité et de sensualité, d'initiation qui permet d'accéder au plus grand plaisir. Ce n'est pas spécifiquement religieux d'ailleurs, le Kama Sutra. Parce que l'Occident mélange tout, hein, mais on confond souvent le tantrisme sexuel et le Kama Sutra. Il ne faut pas dire que ça n'a rien à voir, il le pont certainement, mais c'est pas pareil. Le Kama Sutra, c'est vraiment pour les courtisans, pour les seigneurs. C'est un traité de sexologie en quelque sorte. Pour la santé aussi évidemment, alors que le tantrisme sexuel c'est vraiment une religion, effectivement qui n'a pas peur de lier la sensualité avec la spiritualité. On a déjà eu des cafés Tao sur le tantrisme, on va y revenir un jour,
je m'écarterai du sujet principal, mais quoique, effectivement, on pense souvent à la sexualité comme quelque chose d'impur, qui me fait peur, qui peut effectivement s'avérer dangereux, mais qui est aussi la plus belle des choses en même temps. C'est toujours un peu la même histoire du pharmakos chez les Grecs. Ce qui est le plus grand des remèdes, le ciel, le pire des poisons, si on prend trop. Ou le pire des poisons, le venin des serpents, c'est aussi ce qui permet de faire la plupart des grands médicaments. Donc toujours double tranchant, l'ambivalence des sentiments. On sait que l'amour se transforme en haine, et la haine peut aussi se transformer en amour. Finalement, parfois, les grandes histoires d'amour commencent plutôt par un peu de haine, une dispute par exemple, et ça fait les plus belles histoires d'amour. Ou le contraire, les plus belles histoires d'amour, malheureusement, peuvent se transformer dans crime passionnel absolument atroce. Il suffit de lire l'œuvre du marquis de Sade, entre autres. Donc la pensée indienne, pour moi, elle est très intéressante parce que je crois qu'elle est d'une certaine manière, plus efficace que la pensée occidentale pour penser, en tout cas, cette réconciliation des contraires. Parce qu'elle refuse justement la séparation manichéenne, si je puis dire, entre le bien et le mal. D'ailleurs, dans la mystique hindoue, on dit qu'il faut aller au-delà, par-delà le bien et le mal, ce qui a plu à Nietzsche d'ailleurs, un grand lecteur des textes sacrés indiens, comme Schopenhauer d'ailleurs. Et dans son livre Par-delà le bien et le mal, il cite souvent la loi de Manu, les textes hindous, que vous connaissez assez bien quand même, vous avez lu, parfaitement, parce que je ne pense pas qu'il lisait le sanskrit, il avait des traductions anglaises, il dit très bien anglais, c'est pas parfait, c'est vrai, la traduction c'est une trahison, mais il avait quand même certaines notions sur cette pensée indienne, qui est une pensée par-delà le bien et le mal, une pensée de l'énergie, une pensée énergétique justement, comme le taoïsme d'ailleurs, et le mal comme le bien sont des énergies. Le mal est relatif, le bien est relatif. Il y a des choses plus ou moins bonnes ou mauvaises, évidemment. Il y a une morale dans l'hindouisme. Les principes, plutôt nous poussent à faire le bien. Gandhi les a appliqués d'ailleurs. Mais il savait, Gandhi avait compris qu'il fallait utiliser aussi la part de mal des Anglais pour la retourner contre eux. Tout en. Il avait une part donc qu'il a su éduquer, qu'il a su contenir. On lui disait, mais vous êtes un être extraordinaire, monsieur Gandhi. Il dit, si vous saviez le fond de mon être, la colère, les désirs de meurtre que je peux avoir, mais il a une intelligence de dominer ses pulsions. Il avait une libido très importante d'ailleurs, il ne l'a jamais caché, mais ça a été un grand homme parce qu'il a été très intelligent. Il a su utiliser finalement à la fois sa pensée qui était hindoue, donc sa religion, il a compris avec une intelligence, il a su appliquer, et retourner, il a lu les évangiles, il a retourné finalement la violence des Anglais contre eux-mêmes en disant vous êtes en contradiction totale avec l'enseignement du Christ, qu'il connaissait très bien. Et ça a fait son chemin dans les autorités religieuses anglaises, il a joué la carte américaine avec beaucoup d'intelligence, avec le magazine Life notamment, etc. Donc il a surtout été très intelligent. Et évidemment que sa non-violence, c'était d'une certaine manière une violence psychologique, mais il a refusé la violence physique. Et là, il a été très fort, parce que la violence physique ne peut apporter qu'un désastre. On le voit bien entre la différence entre un pays comme l'Inde, c'est pas parfait, mais c'est quand même la plus grande démocratie du monde. C'est un pays qui est réellement démocratique, avec 1,3 milliard d'habitants, c'est quand même extraordinaire. Si on compare à la Chine, qui reste une dictature, bon, sur ce plan purement politique, c'est quand même une réussite. Après, je ne parle pas de l'économie, de la pauvreté, etc. C'est grâce quand même à Gandhi le fait qu'il n'y ait pas eu de haine excessive contre le colonisateur qui s'est retiré par lui-même. Il avait bien évidemment pillé le pays, mais quand même ça s'est fait, l'Inde est toujours dans le Commonwealth, bon, etc. C'est un bon exemple finalement de l'animal maîtrisé, d'une certaine manière, en lui laissant une part, en quelque sorte, une part d'activité, en lui laissant une certaine liberté, mais canalisée. C'est du reste ce que propose l'activité sportive en général, les sports de combat notamment, les arts martiaux notamment, c'est une manière finalement de canaliser, de ritualiser la violence, parce qu'elle est là de toute façon cette agressivité. Ça serait, le pire c'est de faire l'ange. Il dit que l'ange fait la bête, dit Pascal. Si vous niez que vous avez une part de démon en vous, une part de mal, c'est le plus sûr moyen finalement de devenir justement mystérieux. Je conclus justement sur cette très belle histoire, ce roman extraordinaire. Je précise d'ailleurs que Jung s'est beaucoup intéressé à la manière dont les écrivains écrivaient, et d'ailleurs il a soigné pas mal de grands écrivains, comme Hermanès, qui était son patient. Et il faut savoir que Stevenson a fait le rêve, le cauchemar plutôt, si vous voulez, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Dr Jekyll, c'est un peu lui quand il était adolescent, on lui interdisait tout. Il a eu une éducation protestante presbytérienne, qui à l'époque en tout cas, était très puritaine, ce qu'on appelle le puritanisme. Et du coup, il s'est défoulé dans ses romans, notamment dans Mr. Hyde. Il a dit Mr. Hyde, c'est moi. Un peu comme Flaubert qui dira Emma Bovary, c'est moi. Mr. Hyde, c'est en fait Dr Jekyll. Ce qui l'a sauvé, je dirais, c'est sa mauvaise santé. Ce qui l'a sauvé parce qu'il a dit j'aurais pu peut-être devenir psychopathe, comme certains psychopathes, qui étaient des gens à qui on interdisait tout. Heureusement, les gens à qui on interdisait ne deviennent pas systématiquement des psychopathes, mais ça peut arriver. Pourquoi c'est les États-Unis, les pays anglo-saxons qui produisent, j'insiste sur le mot produire, qui produisent le plus de psychopathes, de serial killers, parce que c'est une culture où on interdit énormément de choses, on est dans une zone autoritariste par rapport à la sensualité, la gourmandise, etc. On va manger de sucreries, on couche avec personne, etc. Enfin, on nous interdit tout. Et donc ça crée une frustration, cette frustration peut créer un monstre. Bon, c'est classique, hein. C'est ce que dit Stevenson à travers son roman. Et ce qui l'a beaucoup aidé, c'est le fait qu'il avait des gros problèmes de santé pulmonaire dans le climat froid et humide de l'Écosse. Le whisky ne guérit pas tout. Et donc il est parti, il a eu la chance de pouvoir partir dans le Pacifique Sud, dans les îles Samoa. Il a fait plusieurs îles du Pacifique. Et il a rencontré l'amour d'une touriste américaine qui est devenue sa femme. Et là-bas, il a découvert une sensualité non culpabilisée. Les traditions un peu animistes, aborigènes, etc. La chaleur, la douceur de vivre, etc. Et donc il s'est réconcilié avec lui-même. Et il a écrit des livres beaucoup plus joyeux aussi, là-bas, des livres d'aventure, et son succès. Il a quitté effectivement son scénario sombre du Dr Jekyll et de Mr. Hyde. Donc, pour conclure ma petite intervention, je pense qu'effectivement, on a besoin, par rapport au sujet qui habite en moi, il y a deux personnes, je dirais, qui habitent en moi. Il y a le Dr Jekyll, qui est d'ailleurs pas quelqu'un de folichon, hein. C'est pas le bon et le méchant en fait. Mr. Hyde devient méchant par la force des choses, mais au début, c'est plutôt les coureurs de jupons, etc. Ils sont violents, et puis après, il commence à tuer. Il devient vraiment dangereux. Mais parce que le Dr Jekyll est trop coincé, quoi. Notre personnalité qui est trop coincée, trop scolaire, si je puis dire. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont toujours au garde à vous, toujours à obéir, qui n'osent faire aucune transgression. La loi morale, elle est là pour être transgressée de temps en temps, pas trop. Hein. Je terminerai par Aristote qui dit d'ailleurs que Aristote est très réaliste, comme Platon, et qu'en fait, l'être humain, c'est normal qu'il triche un peu, qu'il mente un peu, il ne faut simplement pas être dans l'hubris, dans l'excès. Le problème, c'est l'excès. Tout le monde va un jour mentir un petit peu, faire un truc pas très bien. Celui qui fait jamais rien pas comme il faut, il peut s'inquiéter à juste titre pour Stevenson ou pour Jung, parce qu'un jour, quand il fera vraiment quelque chose de pas bien, ça sera terrible. Hein. Il tuera quelqu'un, ou ça deviendra un dictateur, ou je ne sais pas, donc il vaut mieux s'autoriser parfois des petites soupapes de décompression, si je puis dire. Bon, à mon avis, c'est l'enseignement de certaines religions, de Jung, de la psychanalyse et de la littérature anglaise, dans ce qu'elle a de plus intéressant, notamment avec Stevenson. Voilà, mais je ne voulais pas être trop long pour vous laisser la parole dans la partie débat. Donc, je suis content que Maxime soit là parce que j'ai préparé une intervention d'une grande précision et qui aime la précision, et je ne savais pas qui serait là. Ainsi, j'ai regardé hier la conférence